Ouma Adéanjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Laurent, bonjour chers téléspectateurs. Laurent Roland-Tonekes, bonjour. Maury Agua, bonjour. Ouma Adéanjou, bonjour. Téléspectateurs, auditeurs, Internet, bonjour. Très bien, vous vous souvenez de tout le monde, téléspectateurs, auditeurs, oui, c'est vrai. Et les internautes aussi nous suivent sur Facebook. Vous pouvez donc taper sur Facebook Matin d'Eden en direct et vous allez suivre cette émission également, Matin d'Eden, oui, Eden TV en direct et vous allez nous suivre. Alors tout de suite, Oumar Adéanjou, Laurent Roland-Tonekes, on va y aller pour le premier sujet présidentiel de 2026. Un silence qui fait grand bruit, c'est Décryptage Info qui en parle ce matin. Nous allons d'abord partir de ce que nous avons vécu de 90 jusqu'à ce jour. C'est pour le mois d'avril. À partir du mois d'avril de l'année prochaine, nous allons commencer par parler des élections au Bénin. Laurent Roland-Tonekes, Oumar Adéanjou, mais nous avons l'habitude au Bénin, à un an des élections, nous avons l'habitude de vivre déjà des prémices, de vivre un peu la fièvre électorale, de vivre un peu de campagne, comment nous appelons ça, préélectorale, c'est ça, hein? La période préélectorale. La période préélectorale ou la pré-campagne, où on constate déjà les prémices, on voit quand même des signes annonciateurs de celui donc, ou de ceux donc, qui vont postuler, qui seront des candidats. Mais jusque-là, c'est un silence radio. Le quotidien va parler de silence qui fait grand bruit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si nous savons qu'on n'a pas cette habitude-là, comment l'expliquer une fois encore? On ne cessera jamais de l'expliquer ou d'analyser cette situation. Non, je crois que le journal fait bien de parler d'un silence qui fait grand bruit. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un débat, déjà avoir des informations sur des potentiels candidats. On n'a pas ça. Et donc ce silence interpelle plus d'un. Et ce qui fait alors parler dans tous les sens en réalité. Les uns vous diront, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? D'autres diront, voilà les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Il faut commencer par... certains commencent par dénoncer pour dire que les partis politiques doivent réagir, doivent commencer par nous montrer les signaux. On a pu voir quand même qu'un journal a écrit il y a quelques jours que le 1er mai, le chef de l'État donnera le nom de son candidat. Et puis finalement, comme le dirait notre honorable Matéri, c'est pitié parce qu'on n'a rien eu. Donc oui, écoutez, ce silence fait vraiment grand bruit. Et même si ça ne parle pas officiellement, ça parle quand même officieusement. Et les gens, dans leur cercle restreint, dans leur quartier généraux, en réalité, se posent mille et une questions. Qu'est-ce qui se passe? Sauf que personne n'a le courage de parler publiquement. Personne n'a le courage de parler publiquement et de situer les responsabilités pour dire pourquoi. C'est vrai que les gens diront que la loi dit qu'il faut déposer la candidature à 6 mois des élections, donc en octobre. Mais la loi n'a jamais dit, interdit aux partis politiques de donner les noms de leurs potentiels candidats. La loi n'a jamais dit ça. La loi, quand même, dit à partir, les candidatures seront connues, à partir, en tout cas, les candidatures seront connues, c'est-à-dire que les dossiers seront déposés à partir d'octobre 2025 pour préparer la présidentielle en 2026. Oui. Donc, mais la loi n'a pas dit que les partis ne doivent pas, ou bien les individus ne doivent pas commencer par parler pour dire « je suis candidat, je suis ci, je suis ça ». Et donc, quand on regarde un peu ça, on se pose alors la question de savoir, les acteurs politiques aujourd'hui, là, même, c'est vrai qu'aujourd'hui, la loi fait que, à cause de la loi, les indépendants n'ont pas de chance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, on a moins de débats. Pourquoi? Parce que par le passé, il y avait des indépendants qui pouvaient aller aux élections. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont soutenus par des partis politiques qui vont aux élections, qui sont soutenus par les ténors de la classe politique qui vont aux élections. Mais il y a des gens qui individuellement se lèvent pour dire « je vais aller aux élections ». Je prends en 2016 le cas de Richard Senou, Pascal Irénée Koupaki, comme tous ceux que vous voyez dans la liste là, qui étaient des indépendants qui ont souhaité aller aux élections. Même si Koupaki était venu aussi avec une idéologie de la nouvelle conscience. Mais il y avait des indépendants. Mais la loi aujourd'hui fait que les indépendants n'ont pas de chance d'avoir la possibilité d'aller aux élections parce qu'il y a question des parrainages. Donc aussi, il faut appartenir à un parti politique. Oui, même si vous appartenez à un parti politique, c'est qu'il faut avoir la garantie d'avoir les parrainages. Donc, parce que les partis politiques, ça existe au Bénin. Mais ça ne veut pas dire que tous les partis politiques peuvent avoir des candidats pour les élections. Les partis politiques, en règle, bon,
que vous soyez en règle, même si vous êtes en règle, si vous n'avez pas des élus, des élus capables de vous parrainer, vous ne pouvez pas être candidat. Et aujourd'hui, en l'État, il n'y a que 3 formations politiques qui peuvent véritablement parrainer des candidatures. UP, le Renouveau, BR et démocrate. Vous allez voir le parti RN, le parti Moël-Béné, le parti NFN, le parti MPL, tous ces partis en règle vis-à-vis de la loi au Bénin, mais qui ne peuvent pas avoir de candidat. Donc, ça veut dire quoi? Donc, le fait que les indépendants n'ont pas de chance d'aller aux élections dans le contexte actuel aussi, fait qu'il y a moins de débats. D'accord. Ça fait que ça ne va plus dans tous les sens comme voilà, parce que par le passé, Ouma peut se lever pour dire je vais être candidat, et ça suscite le débat, tout le monde veut s'intéresser à lui, pourquoi il veut être candidat, il dit qu'il veut être candidat. Maury peut se lever pour dire je vais être candidat, Laurent peut se lever pour dire je vais être candidat. Et il y a un débat, il y a en tout cas il y a une ferveur nationale, tout le monde, ça va dans tous les sens. On commence pas à dire mais lui il dit qu'il veut être candidat, quel sens ça a tout. Mais aujourd'hui les indépendants n'ont plus de chance, il n'y a que 3 formations politiques. Et le débat alors se résume au niveau des 3 formations politiques qui ont la possibilité de parrainer. Je pense qu'on peut citer aussi les FCBE, ils peuvent parrainer aussi. Non, il faut pas ça va être 28. Même susciter leur propre candidat. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils peuvent aider d'autres candidats. Mais ils ne peuvent pas susciter eux-mêmes leur propre candidat, mais ils peuvent parrainer. Justement, moi je parle avec les accords de gouvernance, ils peuvent susciter des candidats. Moi je parle des partis capables de susciter un candidat. Qui peuvent avoir un candidat en bonne et due forme. Le parti FCB ne peut pas avoir parce qu'ils n'ont que 6 maires, alors qu'il faut 28 élus. Mais ils peuvent s'associer, c'est ce qu'il dit. Oui, mais pour ceux qui peuvent avoir régulièrement des candidats, il n'y a que 3. D'accord. Parce qu'il faut 27, quelques. Je rappelle qu'on parle des élections présidentielles. Oui, donc voilà un peu le problème. Donc ça fait que quoi? Pour les législatives, on sait que c'est des élections de proximité, les candidats, on connaît, les gens seront des candidats dans les circonscriptions électorales, pour les communes, dans les mairies, les arrondissements. Mais pour les élections présidentielles, il y a moins de débats parce que les indépendants n'ont plus la possibilité de participer au débat. Et puis après, plus loin, c'est que vous allez voir aussi, il y a une question de méfiance au niveau des 2 camps. On se suit. C'est-à-dire, la mouvance attend de voir peut-être ce que l'opposition va proposer. L'opposition attend de voir ce que la mouvance va proposer. Et donc, on cherche à savoir les noms qui vont circuler. Est-ce qu'on se regarde d'anciens défaillants? Oui, mais pour préparer les attaques, en réalité. Pour préparer les attaques, parce qu'on se dit aujourd'hui, si démocrate sort un candidat aujourd'hui, les autres vont sortir tous les atouts pour combattre, attaquer le candidat. Et le candidat de les opposants aussi guettent le jour, ce candidat que la mouvance va sortir et sortir en même temps. Ils sont en train de préparer quand même leur cartouche pour sortir en même temps, si vous voulez, les missiles, attaquer tac, pour dire, bon, voilà, lui, là, attention. Donc, il y a cette situation aussi qui fait que le débat n'est pas suscité. C'est ça. Malheureusement. Très bien. Ouma, est-ce que cette situation elle est bonne pour la vitalité de notre démocratie? Est-ce que, à ce stade, c'est bien que les choses se passent ainsi parce qu'on n'en a pas l'habitude? Est-ce que c'est bien pour la vitalité de notre démocratie? Non, en parlant de vitalité, je ne pense pas que ce soit la meilleure manière d'animer la vie politique. Voilà, je parle de l'animation de la vie politique. Le silence ne permet pas, par exemple, aux populations de savoir qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. De connaître, par exemple, les programmes d'action des personnes qui vont vouloir donc prendre en main la destinée de notre pays. C'est une élection très importante. Et à cette fois-ci, c'est même inédit. C'est une élection générale. Et de même permettre à des gens de se positionner. Parce que quand tu veux être président, si moi je peux travailler avec toi, ça me permet de me positionner et d'aller vers toi. Aux hommes politiques, aux acteurs politiques, de pouvoir donc faire également leur choix, de pouvoir se repositionner. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des réformes dans le pays. Des réformes qui ont été justifiées par quoi? Par l'anarchie qu'on observait, par notre manque de maturité politique qu'on observait. C'est ce que l'autre avait appelé le passé honteux, il faut le reconnaître. Il y a des choses qu'on faisait, il y avait des pratiques qui n'étaient pas très bonnes, qui justifiaient finalement ces réformes-là. Et beaucoup dans cette classe politique-là étaient d'accord pour ces réformes-là. Parce qu'il y avait des choses qu'on observait qui n'étaient pas très bien. Vous avez parlé, par exemple, tout à l'heure, des candidats indépendants. Souvenez-vous, à la Sénat, on voyait quelquefois même des farfelus qui venaient déposer des candidatures. Des gens qui sont incapables de prendre une décision pour eux-mêmes, rien qu'en les regardant. C'est pas pour minimiser quelqu'un. C'est pas pour minimiser quelqu'un. Des gens qui sont vraiment incapables, on les voit. Comment ils peuvent prendre en main la destinée d'un pays? Il vient amuser la galerie. Voilà, ça c'était du n'importe quoi. Et il fallait mettre fin à toutes ces choses-là. Des candidatures qui étaient suscitées simplement dans l'arrière-cour d'un village quelque part. Et on dit, voilà, il a son fief. Son fief, c'est où? C'est un petit village quelque part derrière Sakété. Il y a un problème. Voilà, donc il fallait mettre fin à tout ça.
Et c'est cela qui justifiait ça. Et comme les réformes sont passées par là, il faut une petite période d'adaptation, une petite période de repositionnement. Je pense qu'on est un peu dans cette période-là, parce que c'est véritablement la première fois qu'on met vraiment à l'épreuve comment on appelle là, ces réformes-là qui ont été opérées. C'est vrai qu'il y a eu d'autres élections, tout le monde n'avait pas participé, mais maintenant tout le monde veut y aller. On veut vraiment éprouver. Et c'est là maintenant qu'on va commencer à tirer petit à petit les conclusions. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient que c'est comment on appelle là, ces réformes-là, il fallait les éprouver. Il fallait les éprouver pourquoi? Parce qu'elles étaient nécessaires à un moment, mais est-ce qu'elles ne sont pas trop contraignantes? Est-ce qu'elles ne posent pas des problèmes? Est-ce qu'elles ne sont pas clivantes? Aujourd'hui, on commence à voir, nous sommes en train de les éprouver. On remarque déjà ce silence-là, c'est un premier point qu'il faut prendre en compte à tous les niveaux. Peut-être les autorités au plus haut niveau aussi doivent pouvoir comprendre. On remarque le silence qui fait grand bruit. Oui, c'est un silence qui fait vraiment grand bruit. Vous avez dit pourquoi ça fait grand bruit. On est habitué à cette ferveur-là à l'approche des élections chez nous. Les élections chez nous, généralement, c'était des fêtes. Ça, il faut le dire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de désordre, mais c'était des fêtes. Maintenant, on veut mettre de l'ordre dedans. Et voilà ce que ça donne comme résultat finalement. Donc, ce qui veut dire quoi? Ceux qui réclament, par exemple, la relecture du code électoral, ils n'ont pas totalement tort. Mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue simplement ce qui nous a conduit à ce code électoral-là. C'est toute cette classe politique-là qui nous avait conduit à ça. Donc, ne le perdons pas de vue. Et faisons peut-être des propositions concrètes aussi, pour peut-être inciter l'autre aussi à vouloir regarder de près. Vous ne proposez rien et que vous dites non, il faut voir. Non, mais lui, il estime que c'est la meilleure manière pour lui. Il estime que c'était la thérapie de choc qu'il fallait pour pouvoir donc remettre les choses en ordre. Moi, ça c'est lui, sa position. Mais moi, au vu de tout ceci, je pense aussi qu'il faut revoir un tout petit peu les choses. Tôt ou tard, ce code-là doit être relu pour ramener donc un peu plus de vitalité, comme vous l'avez dit, dans l'animation de notre vie politique. Parce qu'aujourd'hui, ce silence-là n'arrange personne. Ce silence-là n'arrange personne. Et Laurent a dit pourquoi il y a ce silence-là. On se regarde, on s'observe, parce que à tout moment, tu peux sortir ton candidat aujourd'hui et tout de suite, l'autre camp va trouver les moyens comment on appelle, de le détruire sur le plan politique. On va chercher tous les moyens. Et l'autre chose maintenant, qui peut expliquer aussi ce silence-là qu'on observe comment on appelle, dans l'animation de notre vie politique, c'est quoi? C'est que quand vous regardez la scène politique aujourd'hui, la plupart de nos hommes politiques, ça a toujours été comme ça, hein. Dès qu'il y a un président, ça dit que c'est comme un courant d'air. Tout le monde va immédiatement vers ce président. La personne ne veut faire l'opposition. Donc, on court rapidement pour aller vers lui. Et les quelques-uns qui restent là, ils sont là, ils s'indignent, ils crient, ils chantent à longueur de journée. Non, il y a ci, non, il y a ça. Et ce groupe-là est là, il fait son petit bruit. Les autres sont là, ils sont dans le silence parce que c'est un silence que leur impose leur groupe à eux. Et ils estiment qu'aujourd'hui, il doit avoir un certain respect de la discipline de groupe au sein de leur camp. Ce silence-là peut être expliqué par ça aussi. Et n'oublions pas, le chef de l'État lui-même, il a dit pas de candidat de clan. Donc tous ses proches, tous ceux qui sont vraiment proches de lui, même malgré leurs ambitions, ils ne voudront pas lever le petit doigt. Ils ne voudront pas lever le petit doigt tout simplement parce que le chef a dit non, il n'y a pas de ça. Donc, en gros, on a beau dire que le système partisan, c'est lui qui permet de susciter les candidatures, le chef a son mot à dire aussi. Et donc tout le monde attend à quel moment est-ce qu'il va désigner son dauphin, quel sera son duo qu'il va présenter, comment est-ce qu'il écoute ces gars. Ça c'est sûr, peut-être qu'il les écoute aussi, hein, peut-être l'UP, le BR, peut-être même Mouel Bénin et Renaissance, tout ce monde-là peut-être lui fait des propositions. Mais c'est à lui d'écouter et de voir, ok, je vous permets, parce que chez eux, il y a cette discipline de groupe-là aujourd'hui qui conduit aussi à ce silence. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter face à ce silence qui fait grand bruit, Laurent? Alors, je vais revenir sur deux aspects abordés par Oumar pour dire clairement que discipline de groupe au sein de la mouvance, je n'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la peur du chef qui fait que certains n'ont pas le courage de dire qu'ils veulent être candidat. Il y a des gens qui ont bien l'ambition de se prononcer comme par le passé pour dire « je veux être candidat ». Mais en réalité, on a pu voir que les ambitions, parfois, on a tendance à étouffer les ambitions. Et les gens ont peur du chef. Parce que qui, dans la majorité présidentielle, peut avoir le courage de dire, d'affronter, puis le chef a parlé. Mais le chef ne détient pas le vote des Béninois. Il revient aux Béninois de choisir. Mais quand le chef dit qu'il ne veut pas de candidat de camp, mais ce n'est pas lui qui choisit parce que les gens l'ont choisi lui. Donc, ceux qui l'ont choisi sont libres de choisir qui ils veulent. Mais les élus, en tout cas ceux qui sont autour du chef, beaucoup pas mieux,
ont peur du chef et c'est ce qui justifie ce silence-là aussi. Maintenant, parlant des candidatures, mais comme ne se lève pas, même aux États-Unis, il y a des candidatures, il y a des indépendants. Même aux États-Unis, même s'il y a deux grands camps, les démocrates et les républicains qui s'affrontent, il y a toujours des candidatures indépendantes. Cela suppose que quoi? Dans la loi que nous avons aujourd'hui là, qu'est-ce que nous devons améliorer? C'est vrai qu'à un moment donné, on a pu voir les Majesties ou je ne sais quoi là qui ont fait la comédie, mais quelque part ça nous a aussi amusés. Parce que ça aussi, non, on peut ne pas être d'accord. On parle de la destinée non, du non, Bénin. non, tout le monde sait, Oumar Wade, tout le monde sait que ces gens-là, on ne pourra pas valider leur candidature. Mais ça permettait aux Béninois de se déstresser. Et c'est quel reflet on envoie au monde? Non, écoutez, c'est pas fait de reflet. Non, c'est pas désordre. Pour moi, un individu qui est incapable de gérer sa propre famille se lève pour dire je vais être candidat. Non, je suis d'accord on regarde la personnalité de l'individu. Mais à un moment donné, vous savez, dans des conditions données, parfois, des situations données, on a quand même besoin de ces moments de nous distraire. On a quand même besoin, parce que tout le monde est alerté, tout le monde est stressé. Bon, maintenant, ceci étant, mais je pense qu'on peut trouver la formule de permettre à des gens d'aller, quand on parle de la réforme du système partisan, on parle de réforme, on dit on veut limiter les partis politiques, il ne faut pas plus créer les partis, mais les partis se créent tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il faut 15 membres par commune. Donc il faut 1115 personnes au plan national pour avoir un parti. Et ce n'est pas ce qui est impossible, parce que malgré ce qu'on a dit là, tous les jours, les gens créent leur parti politique et on leur récépissé. Donc, je pense qu'au niveau de cette affaire de candidature également, on doit trouver la formule pour dire la question du parrainage qu'on a encadré dans une sorte d'élu, forcément 27, ou autres, qui doivent parrainer. En réalité, en quoi est-ce que 27... en quoi est-ce que 28 députés qui parrainent 28 députés et maires. Ou maires, et maires, pardon, qui parrainent un candidat, en quoi est-ce que ça reflète la volonté d'un peuple? On peut élargir les parrainages à d'autres, parce que dans d'autres pays, ce n'est pas que les élus qui parrainent. Et donc, si nous avons copié le système de parrainage ailleurs, faisons aussi les choses mieux pour que ça arrange. Pas 100 Béninois, pas 20 et 30 Béninois, mais qu'on ait la possibilité de dire, bon, au-delà des élus, des maires, on peut permettre alors désormais au chef d'arrondissement de parrainer, par exemple, les candidatures. Dès lors que la personne a un projet de société remplit certaines conditions, a les moyens de déposer sa caution et autres, là, on doit pouvoir voir. Parce qu'au Sénégal, ce n'est pas de cette manière. En France, ce n'est pas de cette manière. Mais tel que ça se passe, aujourd'hui, les Béninois, on leur impose rigoureusement 2 ou 3 choix. C'est que, en fait, dans cette loi-là, c'est qu'on impose aux Béninois de choisir parmi ceux que les législateurs, en tout cas, nous proposent à travers les lois. C'est seulement celui que le parti UPR, celui que le parti BR et le parti démocrate, ceux-là que ces partis vont proposer, les Béninois n'auront d'autres choix que ces 3. Et pourtant, il y a quand même d'autres Béninois dans le pays plus valeureux et qui seront même mieux cotés que ceux-là vont nous proposer. Donc je pense qu'il faut trouver la formule d'ouvrir un peu pour voir dans quelle mesure on peut améliorer cette loi pour permettre, oui, pour empêcher nos frères comédiens de venir nous distraire. Si vous ne voulez pas être distrait, vous ne voulez pas sourire, vous vous amusez un peu pour distresser. Pas ça. Non, des choses très sérieuses. Là, maintenant, vous me faites sourire, je souris. Oui, vous donc si vous ne voulez pas ça, mais trouvez la formule de sorte que des gens qui ont les compétences, de sorte que les gens qui ont les compétences travaillent véritablement comment vous appelez, à être candidats. Parce qu'il y en a plein. Hein. Le parti UP va sortir des candidatures, le BR va sortir, le parti les démocrates va sortir également. Et vous allez voir que finalement, on va dire, mais c'est ceux-là encore là. Alors qu'en réalité, il y a quand même un Béninois quelque part, encore au Bénin, peut-être à Nantitengou, qu'on peut prendre, qui peut faire mieux le job que ceux-là, que ces partis. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter par rapport à ce grand silence? Oui, on a des raisons de s'inquiéter parce qu'en fait, on se dit maintenant qu'ils vont finir par nous sortir. Vous allez voir en octobre, on va finir par nous sortir des candidatures. Comme je l'ai dit, on n'aura pas d'autre choix en tant qu'électeur béninois, en tant que citoyen béninois. Ça s'impose à nous. On n'aura d'autre choix que de choisir parmi les 3 là. Alors qu'en réalité, on peut quand même ouvrir le jeu de sorte qu'on ait au moins jusqu'à 5 choix ou 6 choix. Parce que pour le moment, les partis, fondamentalement, on dit que ces réformes du système partisan, ils sont déjà constitués. Mais véritablement, est-ce que les partis que nous avons là aujourd'hui sont véritablement constitués avec des gens qui ont des idéologies claires, ou bien c'est des gens qui sont mis ensemble par crainte de représailles, ou bien qui veulent manger, ou bien qui sont là juste pour le temps de se cacher et après se révolter?
Réaction au revoir. Oui, moi je comprends comment on appelle le point de vue de Laurent par rapport à son envie de voir un grand nombre de candidats. Pas un grand nombre. Bon, il demande qu'on ouvre un tout petit peu, de candidats. qu'on ait au moins 5 candidats environ. C'est parce qu'on ne pose pas béninois des choix de 3 partis. Quand on en avait des dizaines et des dizaines, c'était nous qui crions que ça faisait même des comédiens. Voilà. Des plaisantins. Et même des amuseurs de galerie. Oui. Voilà. N'oubliez pas que c'est dans la multitude, avec Adjavon, Zinsou, tout ce que vous savez, que Patrice Talon s'en est sorti. Dans la multitude que Boni a été président en 2006. Oui, même Kérékou, avant lui, tout ce monde-là. Oui, non, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça faisait désordre pour un pays qui a plus ou moins 12 millions d'habitants. Pour moi, ça fait désordre. Ça, c'est moi. Le reflet qu'on envoie au monde, pour moi, je pense que ça compte. Ça remplit le CV. Voilà, c'était l'objectif de ces personnes-là, remplir leur CV et ensuite aller à l'international pour dire oui, moi je suis très influent dans mon pays, voilà, chercher leur gagne-pain. Ce qui veut dire quoi? En réalité, c'est qui pousse ces personnes-là à s'engager généralement en politique. On l'a dit, on l'a répété à plusieurs reprises. En tout cas, pour la grande majorité, c'est leurs propres intérêts et rien d'autre. Leurs propres intérêts et rien d'autre. Et là, ça se justifiait par cela. Et donc, ce désordre-là, on avait envie d'y mettre fin. Et puis, les dispositions actuelles également permettent également cette multitude-là aussi, à moins que je me trompe, et démontrer le moi. Avec les accords de gouvernance dont on parle, c'est possible. Avec les accords de gouvernance, les FCBE peuvent aujourd'hui aussi, comment on appelle, pour proposer des candidats. Oui. Avec des accords de gouvernance. Non, c'est pas l'accord de gouvernance. Non, mais oui, c'est peut-être l'élection présidentielle, mais pour le parrainage, ils peuvent susciter des parrains aussi dans le ou bien la loi refuse ça. Non, la loi n'a pas refusé ça. Et l'exemple que je prends très souvent, c'est l'exemple de la France. Puisque c'est sur ce pays-là, en réalité, que nous sommes calqués, c'est ce que nous regardons tout le temps. C'est pas très bon, mais bon, c'est ce que nous faisons. Même la démocratie, c'est des choses qu'on a importé tous ces systèmes-là. Donc, regardez un peu le parti, comment on appelle, le Front National dans le temps en France. Personne ne voulait de ce parti-là. Aucun parti qui rêvait d'une république vraiment où les gens s'aiment, parce qu'on les trouvait trop extrémistes, trop nationalistes. Il y avait un nationalisme aigu chez eux et on connaît les conséquences de ce nationalisme-là. Quand on regarde l'histoire récente du monde, les guerres mondiales et tout ça, c'est eux qui ont conduit à tout ça. Donc les gens n'en voulaient pas. Mais malgré ça, il y avait des Français qui avaient la possibilité de parrainer, des élus français qui disaient non, c'est des voix qu'on peut entendre. Malgré que moi je suis, je ne sais pas moi, un gaulliste, malgré que moi je suis de la droite ou de la gauche, malgré que je ne partage pas leur idéologie, je les parraine quand même. Je ne pense pas que cela soit impossible chez nous, à moins qu'on vienne me démontrer le contraire. Je pense que les lois, les tests, normalement, doivent pouvoir permettre à quelqu'un de parrainer qui il veut, à un élu de parrainer qui il veut. Les lois aujourd'hui disent clairement que on ne peut que parrainer que quelqu'un qui est de son camp. Voilà. Donc, c'est là où je suis en train de dire... Il y a un problème. Oui, il y a peut-être un problème, c'est un peu trop contraignant. Et ça, je l'ai dit. Je l'ai dit, au fur et à mesure, mais on si va vous relever... faites un accord de gouvernance, vous ne pouvez pas parler... L'accord de gouvernance, ça se passe partie du même courant. Opposition, pour les élections locales. Ça, c'est plutôt valable pour les élections locales. Tu comprends? Mais par contre, la présidentielle, apparemment, il n'y a pas cet aspect-là. Et moi, je pense qu'on peut revoir ça. Parce que cette thérapie-là qu'on a mis en place pour réorganiser un peu notre vie politique, elle n'est pas totalement mauvaise. À moi, mon avis, elle n'est pas totalement mauvaise. Mais moi, je suis de l'avis de ceux qui pensent qu'on doit pouvoir relire ce code-là, par exemple. Et l'améliorer encore. Maintenant, quelles sont les propositions? Venez avec des propositions aussi. C'est important. Si vous dites non, on va revoir en critiquant, en s'indignant, en criant tous les jours, en étant même quelquefois belliciste sur les réseaux sociaux, les gens sont plus que bellicistes. Et ils brandissent le peuple, la crise, les mots qu'on ne veut pas entendre, ils le disent. Et en oubliant que le mot crise en Afrique, ça rime avec crépitement de Kalachnikov, ça rime avec coup de canon, ça rime avec injustice, ça rime avec, mort, toutes ces choses-là. Ce n'est pas des choses qu'on veut pour le Bénin. Vous voulez quelque chose, asseyons-nous ensemble. Ça, c'est pour ceux qui sont contre actuellement les réformes. Et pour le parti au pouvoir également, soyons neutres. Pour le parti au pouvoir, pourquoi tout le monde dit que c'est mauvais et que vous dites que c'est bon? Moi, je veux bien savoir aussi. Merci de poser cette question. Parce oui, que le vrai débat aujourd'hui, les gens sont prêts à discuter. Mais est-ce que ceux qui sont en face sont prêts à s'asseoir pour discuter? Et ceux qui sont prêts à discuter aussi, ils viennent avec quoi? Ils viennent avec quelle proposition?
Venez proposer. Parce qu'on ne va pas retomber dans les mêmes travers qu'avant. Moi, je le dis toujours. Ça, c'est moi, ça. Le Bénin d'avant, là, c'est vilain. C'est pas beau. 200 et quelques partis pour moins de 12 millions d'habitants. Où allons-nous? Il n'y a plus personne pour travailler dans les administrations. Tout le monde veut être président. C'est quoi le problème? Maurice Yagua, je pense que tout à l'heure, donc, venez avec des propositions. Une fois vos propositions bien formulées, si vous en font déjà aussi, ils n'ont qu'à les vulgariser. Nous, on veut les entendre. C'est quoi les propositions? Qu'on voit le bien fondé de sa proposition. Voilà. Quels sont les thérapies? Qu'est-ce qu'il propose pour qu'on mette de l'ordre dans notre manière de faire de la politique? L'autre a fait sa proposition. On voit aujourd'hui les limites. Déjà, ce silence-là, ce n'est pas très intéressant. Vous êtes d'accord avec moi? On a des raisons de s'inquiéter. Non, moi, je ne pense pas. Il y a des raisons, il y a des raisons de réfléchir, de s'asseoir, de s'écouter et de se parler. Il n'y a pas raison de se regarder en belliciste. Non. Il ne faut pas se regarder. Il y a même qui vont très loin sur les réseaux sociaux, des choses qu'on n'a même pas envie de dire sur un plateau de télévision. Ils ont tendance à dire même des gens. Laissons tomber. Moi, je pense que le Bénin n'a pas besoin de ça. S'il y a un problème, il y a toujours des marges de manœuvre, en tout cas telles que les tests sont aujourd'hui. Utilisez ces marges-là. Et nous sommes dans une république, on sait comment les choses changent. Si vous n'avez pas les moyens de changer les choses aujourd'hui, mais allez conquérir carrément. Il faut conquérir, alors, comme on appelle le pouvoir, conquérir, si possible, même l'Assemblée nationale, parce que c'est là où toutes les décisions se prennent. Ces nouvelles lois que nous mettons, comme on appelle, à l'épreuve aujourd'hui, ont été, comme on appelle, adoptées à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, allez, prenez le pouvoir à l'Assemblée nationale et mettez en place les lois qui conviennent, selon vous. Voilà. Moi, je pense que Ouma doit on va finir avec ce sujet. Ouma, vous devez quand même, nous devons tous comprendre que pour que ces lois soient votées à l'Assemblée nationale, les députés ont fait des amendements, ont dénoncé et ont voté contre. Déjà, le débat a commencé là-bas. Ceux qui ont voté contre n'avaient pas la majorité. C'est ce que moi oui, mais ça veut dire que quoi? Quand ils ont voté contre, au cours des débats, ils ont fait des amendements qui n'ont pas été pris en compte. Et donc, déjà, puisque les autres ont la majorité, ça passe. C'est là que tout commence en réalité. Donc, quand vous dites qu'il faut retourner à l'Assemblée nationale, même s'ils retournent à l'Assemblée nationale, ceux qui sont de l'autre côté, qui ont voté cette loi, qui sont majoritaires, s'ils ne sont pas prêts de modifier, ils ne le feront pas. Et le chef de l'État, en rencontrant le comité, en tout cas qui se charge de l'audit, a été clair pour dire qu'il ne faut pas que vos recommandations aillent demander compte de la réalité électorale. Donc, quand vous voyez tout ça, les gens qui ont marge de manœuvre. Alors, les quelques moyens qu'ils peuvent avoir, c'est peut-être de dénoncer, faire des marches et de dénoncer, d'accord? Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas marcher. Déjà, vous avez vu le 1er mai, pour une marche qui devait s'organiser, et les gens ont organisé à l'intérieur de la Bourse du Travail. Vous avez vu la suite. Pour vous dire quoi? Aujourd'hui, véritablement, ce n'est pas les propositions, c'est tellement qui manquent de l'autre côté. Et les gens n'ont pas manqué de le faire. Déjà en plénière pour voter ces différentes lois dont nous parlons aujourd'hui, en réalité, les gens ont fait des démarches. Mais puisque les autres sont majoritaires et que c'est eux qui ont amené les lois, ils ont tout fait pour que ça passe. Donc, ça commence par là. Pour dire quoi? La seule chose qu'il faut rappeler, sur laquelle il faut insister aujourd'hui, c'est de juste peut-être dire aux autres que, écoutez, c'est vrai, vous êtes fort aujourd'hui, il se peut que demain vous vous retrouvez de l'autre côté. Et ces mêmes lois que nous votons aujourd'hui, ça peut rattraper après. Et la question du nombre de candidatures, je ne suis pas d'accord pour le fait qu'on ait 100 candidatures. Je l'ai clairement dit. Mais j'ai dit, ouvrons le système de parrainage de sorte que ce soit peut-être alors des chefs d'arrondissement ou des élus communaux qui puissent aussi parrainer ou faire en sorte qu'on ait au moins une multitude de choix pour le Béninois. Pas jusqu'à 100 choix, 20 choix, mais des gens qui remplissent les conditions, qui ont un candidat. En fait, il faut quand même mettre dans la loi un certain nombre de dispositions pour dire voilà les conditions. Vous allez voir que, puisque là, ce qui nous attend là, je l'ai dit, j'insiste là-dessus, on va nous imposer 3 choix. Alors que les Béninois peuvent ne pas se retrouver dans ces choix-là. Et ça peut justifier une abstention pour les prochaines élections. Parce que dès lors que vous proposez 3 choix, Maurice Yagua, Ouma Adéanjou, Laurent Antonin, et que le Béninois, c'est quelqu'un qui se dit, mais écoutez, d'abord, démocrate, c'est pourquoi ils ont proposé telle personne. Pourquoi est-ce que lui, Ouma, pourquoi lui, Maurice? Il y a des Béninois qui, rien que pour ça, peuvent décider de ne pas aller voter et rester chez eux. Est-ce que ça, c'est ce que nous voulons pour notre démocratie? Ce n'est pas possible. Donc, je pense que là-dessus, la question des lois aujourd'hui, les autres ont fait ce qu'ils peuvent. Mais ceux-là qui sont majoritaires ont aussi fait ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, ça s'impose, la loi de la majorité, malheureusement, puisque nous sommes en démocratie.
Et j'insiste, j'ai toujours rappelé quelque chose. Pour finir avec oui, ce sujet, et pour dire, c'est pourquoi je vous disais, juste un petit mot. c'est pourquoi je disais que la loi peut rattraper. J'ai toujours rappelé un exemple. Nicéphore Dieudonné Soglo, président de la République. On a voulu que le marché d'Antokpa rentre sous la gestion de la circonscription urbaine de Cotonou. Il a refusé. Il a mis ça sous le ministère de l'Intérieur. Mais après il est devenu maire de Cotonou. Il a voulu qu'on lui donne la gestion du marché d'Antokpa à la Sojima. Et ça, il n'a jamais eu. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous faisons aujourd'hui là, soit c'est nous directement, ou bien ce sont nos proches politiques qui peuvent suivre ça par le passé. Donc j'estime véritablement qu'aujourd'hui, les gens qui votent des lois et qui pensent qu'ils sont majoritaires aussi, doivent pouvoir penser que le Bénin restera. Et après, ils seront toujours dans le même Bénin et ils peuvent subir les mêmes lois. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Il faut qu'à un moment donné, qu'on s'asseye, qu'on fasse les choses normalement et bien. Et demain, on serait tous contents dans le pays. Très bien, pour cette belle conclusion, oui. Oui, moi je pense qu'il est bien compliqué en politique d'avoir le consensus dont nous rêvons. C'est vraiment l'idéal, un large consensus autour des choses. Parce que, comme on l'a dit, chacun tire le drap de son côté. Et aujourd'hui, les autres sont en poste, ils tirent le drap de leur côté. Comment est-ce qu'ils font pour être toujours là? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on met les choses en place pour que nous, au moins, on soit toujours donc à notre poste et continuer donc à apporter ce qu'on apporte au Bénin. Parce qu'ils estiment qu'ils travaillent peut-être mieux que les autres. Ils sont dans leur logique à eux. Et je vais répéter un mot que Laurent aime répéter. C'est le peuple qui a le dernier mot. Si nous en sommes convaincus, si nous en sommes vraiment convaincus, et moi j'en suis convaincu, et moi je vais vous dire une chose que je fais très régulièrement depuis que j'ai commencé à voter. Quand moi je vote, à l'heure du vote, là je repars pour écouter comment on appelle, le résultat de mon bureau de vote. Et je suis ensuite, sur le plan national, comment est-ce que mon bureau de vote, là, est-ce que ça a été respecté? Et la plupart du temps, même la autant de je crois que ça avait bougé de 1 ou 2 parce qu'on parlait de bulletins qui n'étaient pas... Voilà, il y avait 2 ou 3 voix qui avaient donc été non comptabilisées. Donc moi, je pense que si le peuple a le dernier mot, le peuple a tous ces moyens-là aussi de surveiller son vote le moment venu. Comme le peuple a le dernier mot, allons conquérir. Les autres sont en place. C'est-à-dire que ne mettons pas plus de frustration sur la frustration des gens. Les gens sont très frustrés parce qu'ils estiment que donc l'actuelle réforme est trop contraignante. Oui, ils l'estiment. Et ça se voit. Il y a un véritable clivage aujourd'hui. Il y a que même sur ce plateau, moi et Laurent, par exemple, on ne s'entend pas sur cet aspect-là. Voilà. Moi, j'estime que ça permet de régler un certain nombre de problèmes, mais je suis pour quand même la relecture, pour la rendre moins contraignante, pour tous ceux qui estiment qu'ils sont frustrés. Regardez un peu comment on appelle, les religieux. Ils ne sont pas très d'accord. Par exemple, le clergé catholique n'est pas très d'accord avec tout ça. Ils estiment, voilà, ils sont dans leur rôle, pouvoir être là pour arrondir les bords, essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour ne pas qu'on se regarde en chien de faïence, pour ne pas donc mettre notre pays sur le chemin de la crise. Vous comprenez? Et donc, ils font ce travail-là. Donc, moi, je dis, si on veut être dans ce sens-là également, avoir un Bénin apaisé, alors allons parler au peuple. Le moment venu, j'ai dit au peuple, votez pour moi. Je vais changer tout. Moi, je pense que c'est la marge de manœuvre. Non, juste une précision. Non, il faut lui donner la parole. Un jour. Oui, Laurent. Allez checker les dernières élections qui ont lieu au Bénin. D'accord? Oui. Et aller dans certaines régions poser des questions aux citoyens. Oui. C'est un premier point. Deuxième point. La nouvelle, sur quel plan? Attendez, le code électoral, ce que le code électoral dit sur les procès verbaux, en réalité, les autres n'auront pas accès aux procès verbaux. Et dès lors que vous n'avez pas le procès verbal, c'est que vous n'avez pas le pouvoir. Parce que c'est le procès verbal qui vous permet de réclamer. Mais vous n'avez pas la preuve matérielle sur la main. Vous voulez réclamer sur quoi? N'oubliez pas qu'au cours d'une Sénat, ici, on a parlé de caducité. N'oubliez pas ça. Très bien. Que les documents sont caducs. N'oubliez pas ça. Très bien. Mais je suis complètement d'accord. Mais on va continuer. Ça reste quand même un élément très sensible. Il est bon que le code aussi puisse dire que tout le monde n'est pas assez à ça. Moi, je pense. Oui, c'est un élément très précieux. Vous êtes candidat et que vous n'avez pas droit à ça. Les candidats peuvent. Mais les partis n'auront pas droit à ça. Je pense qu'il y a des moyens de recours pour avoir. Non. Je ne pense pas. Il y a des institutions qui existent. Non, normalement, les gens peuvent avoir. Je ne veux pas répéter. Je vous propose d'aller lire le code et vous comprendrez ce que je dis. Très bien. On va passer au thème 2, supposée manœuvre de déstabilisation du Bénin. Le gouvernement accuse, l'opposition exige des clarifications.
C'est Matin Libre qui en parle après la dernière sortie donc du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement sur des choses qui se trament selon ses dires. L'opposition exige quand même des clarifications. Est-ce que à un moment donné, le porte-parole du gouvernement a indexé l'opposition selon vous? Est-ce que l'opposition est en droit de réclamer des clarifications? Non, je ne pense pas qu'il ait indexé directement l'opposition. En tout cas, les hommes politiques qui sont là, si vous voulez, je vais utiliser un thème dont on n'est pas... L'opposition républicaine, je veux dire. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas très républicains. Hein. Il n'y a qu'à lire un peu ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Tu vas voir que ces gens-là, c'est où leur amour du Bénin, en fait. Oui, des gens qui opposent le nord au sud, des choses comme ça. Moi, je me dis, ces gens-là, ils aiment comment le Bénin. Alors que nous sommes tous de vrais mélanges. Moi, dans mon sang, il y a du sang du Nord, il y a du sang de l'Ouest, il y a du sang... Enfin, nous sommes tous de vrais mélanges en réalité. Voilà. Et on veut donc, ceux-là par exemple, peut-être que c'est eux qui l'indexent, peut-être, voilà. Et puis, au-delà de tout ça, c'est un gouvernement qui parle à travers la voix de M. Wilfried Léon Ngoumbedji. Et quand un gouvernement parle, il parle selon son, comment on appelle, son appareil de renseignement et il ne va pas venir annoncer de telles choses sur la place publique pour amuser la galerie. Parce que moi, par exemple, quand je l'ai entendu, vraiment, ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, ah, quel est le Bénin que nous voulons? Voilà. Et moi, c'est par rapport à ça, je dis, il faudrait peut-être attirer l'attention des uns et des autres. Il y a beaucoup parmi nous qui faisons des critiques, c'est-à-dire en étant très, très honnête dans notre manière de le faire. Mais il y a beaucoup aussi qui le font juste parce que ils sont nostalgiques de quelque chose, parce qu'ils veulent aller sur la table de partage du gâteau. Et c'est à ceux-là que nous devons faire très attention aussi. Moi, je dis, oui, tous ceux qui le font de manière très honnête, sincèrement, continuez à le faire. C'est très important, parce que c'est ça aujourd'hui qui permet quand même d'avoir les petites avancées que nous avons au Bénin. Si on ne critiquait pas, peut-être que le président Boni Yahi ne nous aurait pas fait l'échangeur qui était là. Ils allaient continuer à bouffer, on allait avoir toujours des éléphants blancs. Si on ne critiquait pas, peut-être que le président Talon, toutes ces infrastructures qu'on a là, ils allaient tout bouffer comme tous les régimes précédents et ne rien faire du tout. Il n'est pas dit qu'on ne bouffe plus. Donc, vous voyez, les critiques, ça permet d'avancer. Mais ne perdons pas de vue la paix. C'est ce que moi je veux dire. Ne perdons pas de vue la paix. Ne jetons pas le lot au moulin de ceux qui ne rêvent pas d'un Bénin paisible. Parce qu'il y a des gens qui ne rêvent pas d'un Bénin paisible. Il y en a plein, plein. Il n'y a qu'à écouter leurs propos. Ils n'ont aucun amour pour le Bénin, mais ils interviennent tous. Oui, ils ne sont pas du tout patriotes. Pour eux, il faut opposer tel camp à tel camp, de sorte à ce que ça dégénère. Et le mot crise, là, c'est dans leur bouche que ça sort tout le temps, tout le temps. Et quand vous les écoutez, ils n'ont que le mot crise en bouche. Alors que crise, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas très intéressant, surtout en Afrique. Ce n'est pas très intéressant. Revoyons les vocables que nous utilisons lorsque nous sommes sur la place publique. Essayons de ne pas ajouter de la frustration à la frustration de ceux qui sont déjà frustrés. Vous regardez un peu les catholiques, ils parlent, ils disent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont s'asseoir à longueur de journée pour dire, bon, voilà, il faut faire... Non. On attire l'attention. On dit, soyons neutres aussi dans ce que nous faisons, si nous aimons vraiment le Bénin. Voilà, ça c'est moi, comment on appelle, ma perception des choses. Laurent, vous avez suivi certainement Wilfried Léon Ngoumbedji dans ses déclarations. Est-ce que l'opposition a besoin de demander des clarifications? Est-ce que Wilfried Léon Ngoumbedji, le porte-parole du gouvernement, le secrétaire général adjoint, a-t-il besoin d'aller plus loin dans cette déclaration? Est-ce que tout s'expose sur la place publique? Je crois que le porte-parole du gouvernement fait bien de quand même situer les choses et de dire ce que pense le gouvernement sur la question, notamment les situations que nous vivons ces derniers jours. Et c'est eux qui, en réalité, à eux que nous demanderons des comptes. Et donc, c'est normal qu'ils montent au créneau pour situer les responsabilités, pour dire ce qui se passe, en tout cas leur part de vérité. Et c'est aussi quand même normal que le camp, puisque en fait, nous avons deux camps qui se font face. Il y a l'opposition et la mouvance. Dès lors que la mouvance parle, parce que le porte-parole du gouvernement a parlé des officines et certaines choses, c'est normal que le camp qui est en face réagisse. Parce qu'en dehors de l'opposition... Est-ce qu'il a indexé le camp qui est en face? Non, il ne les a pas indexés. Mais je dis, nous sommes en démocratie. Dès lors que vous prenez la parole, que vous évoquez un aspect, par exemple, si Ouma juge bon, il réagit.
Si juge bon de se taire, il se tait. Mais le silence aussi peut être assimilé à un consentement. Qui ne dit mot consent, dit-on. Donc si l'opposition aussi ne réagissait pas en direct, on dira, ah, oui, il les a mis à nu, vous avez vu, ils sont groggy, ils ne parlent pas. En réalité, c'est de ça que nous parlons en réalité. Donc, quand bien même ils ne les citent pas, il est normal qu'eux aussi montent peut-être au créneau pour demander des clarifications éventuelles, s'ils peuvent avoir les clarifications, mais en même temps, de situer pour dire, écoutez, nous, on n'est pas dans ce qui se dit là, alors cherchons comment vous appelez, les coupables ailleurs. Vous voyez, il y a quelques jours, j'ai pu voir qu'au Niger, un général est monté au créneau en citant des stations, par exemple, qui fournissaient du carburant aux djihadistes. Ah oui? Et très tôt, ils prennent des mesures déjà. Et très tôt, des Béninois ont commencé par dire, vous voyez un peu, c'est ça que c'est le Niger, le Burkina Faso qui approvisionne les djihadistes en produits pétroliers. Mais dans la même semaine, on a constaté que la justice béninoise a interpellé des contrebandiers sur le territoire également. Ça veut dire quoi? En réalité, de tous les côtés. Ça veut dire quoi? C'est de tous les côtés. Donc, dès lors qu'une déclaration est faite comme ça, tous ceux qui se retrouvent dans l'animation de la vie politique, s'ils jugent bon de réagir, ils réagissent en même temps pour apporter donner leur point de vue sur la question, leur opinion, et on passe à autre chose. Mais je pense aujourd'hui que, vous savez, c'est aussi malheureusement ce qui se passe dans nos pays sous le tropique. Dès lors que hier, les gens ont tenté de déstabiliser un régime, aujourd'hui, quand il y a un problème, ils peuvent penser qu'on veut les déstabiliser aussi. Et de la même manière aussi, les autres qu'on a tenté de déstabiliser hier peuvent aussi avoir des ambitions de vouloir déstabiliser. C'est en réalité une roue qui tourne en réalité, malheureusement. Et donc, on s'accuse, et puis après on dit c'est lui, on dit que c'est pas moi. Donc, en fait, en réalité, c'est ce à quoi nous appelons d'ailleurs tous les matins sur ce plateau. Arrêtons ce cinéma enfin un jour, pour que nous puissions penser uniquement développement dans nos pays. Parce que quand on va parler uniquement de développement dans nos pays, il y aura la question de résorption du chômage des jeunes. On va parler quand même de l'autonomisation des femmes. Mais parce que hier, un camp a voulu déstabiliser un camp aujourd'hui, et là, ils ont dit, mais ils sont là aussi, nous-mêmes, on va leur faire ça. Et ça tourne, les mêmes choses, et ça freine le développement. On n'a pas eu le temps de réfléchir à l'autonomisation des femmes, on n'a pas eu le temps de réfléchir à l'éducation des enfants, on n'a pas eu le temps de réfléchir à réalisation des infrastructures, on n'a pas eu le temps de réfléchir pour tous. Donc, je pense que véritablement, c'est ça. Maintenant, comme l'opposition demande des clarifications, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la place publique. Il revient aux opposants quand même de montrer la bonne foi également dans cette affaire. Parce que dès lors que ça se passe et que parfois on voit des gens, vous voyez, on voit des gens, Ouma l'a dit, hein, il y a des gens qui ont des positions, parfois moi je me pose la question de savoir pourquoi et pour quel but. Pourquoi et pour quel but? Parce qu'au-delà de tout là, ceux qui tombent au front, ce sont nos frères et sœurs. Moi, je peux citer je peux citer 2-3 personnes qui sont tombées au front et j'ai eu mal. Je donne l'exemple de Mme Elena Kapochichi, dont le mari est tombé au fond dans l'opération Mirador. Il y a quelques jours, il y a une dame qui est trésorière générale de mon ONG. Son mari est tombé au front. Il y a un jeune frère que je voyais tout le temps au niveau de l'intendance et qui me disait, Fofo, comment ça va, Fofo, des trucs comme ça, qui est allé au fond, qui est décédé également. Donc nous avons des parents aussi, et ça fait souffrir. Donc en réalité, ceux qui veulent se réjouir aussi de cette situation doivent pouvoir faire attention pour dire, nous nous réjouissons de quoi? Ce n'est pas Patrice Talon qui perd son fils là-bas. Ce n'est pas Claudine Talon qui perd sa fille là-bas. C'est ces Béninois comme nous là, qui perdent nos frères et sœurs au front. Et nous devons alors avoir des pensées positives à l'endroit du gouvernement et dire, et prier tous les jours pour dire, Seigneur, aide nos dirigeants, inspire nos dirigeants pour trouver une solution. Même si nous avons des appréhensions, réfléchissons autrement. Et donc, cela alors interpelle la bonne foi des opposants également, qu'ils montrent leur bonne foi dans cette lutte-là, pour que nous puissions comprendre que, au-delà de tout, ceux qui meurent au front sont des gens qui peuvent aussi voter pour eux. Il peut suffire d'une seule voix pour qu'ils aient le pouvoir. Et cette seule voix peut tomber au front. Et donc, si les gens tombent au front et que chacun de nous on se réjouit, c'est que c'est peut-être cette seule voix qui peut leur permettre d'avoir le pouvoir, qui peut tomber un jour au front. Et puis, ils peuvent continuer à perdre le pouvoir et les autres vont continuer. Donc, je pense qu'on doit ensemble réfléchir. Au-delà de ce qu'on peut reprocher au gouvernement sur une certaine chose, je pense que nous pouvons faire maintenant. Et c'est pour ça que je dis, en réalité, même si le gouvernement ne veut pas un dialogue politique, il faut que le gouvernement trouve la formule d'instaurer une conférence, pourquoi pas,
de réflexion avec les leaders religieux, le clergé catholique, les confessions religieuses, comment vous appelez, l'opposition, la société civile. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Qu'est-ce que nous pouvons donner comme appui à nos frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réfléchir pour revenir? Puisque aujourd'hui, on a tendance à voir que cette question du terrorisme est seulement là, en tout cas, c'est le gouvernement seul qui doit travailler. Et donc, s'il ne s'en sort pas, ça ne fait pas notre problème. Et tout le monde dit, oui, vous voyez un peu ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut quand même repenser autrement les stratégies, repenser vraiment autrement les intérêts de ce pays. Pour finir. Oui, par rapport à ces les deux derniers pans de l'analyse de Laurent. La première, c'est par rapport au terrorisme, mais je ne commence pas par là. Je commence d'abord par, comment on appelle, ça commence à m'échapper déjà. Bon, d'accord, commençons par les terroristes. Les terroristes, déjà, moi je pense que l'État doit, dans une certaine mesure, essayer de contrôler également toutes ces personnes-là qui véhiculent des messages bizarres sur Internet. Des personnes qui poussent notre jeunesse à croire en ce que disent ces ennemis-là, ces barbares-là, plutôt qu'en ce que disent les officiels, les politiques chez nous. Voilà. Et ça, c'est un grave problème également. Ça joue sur la mentalité du Béninois. Et c'est l'objectif, en fait, du terroriste. Créer la psychose. Quand il crée la psychose, il sait que le fonctionnaire qui est installé là-bas aura peur et il va fuir. Il n'y aura plus d'enseignants. Il n'y aura plus je sais pas moi, de percepteurs d'impôts, de ci, de ça. Tous ces fonctionnaires qui sont là-bas, tout le monde va se déserter. Un peu comme on voit dans la partie septentrionale la partie méridionale de certains pays de l'AES. Ils ont laissé des centaines, peut-être même des dizaines de kilomètres de leur pays carrément à ces personnes-là. Et ils sont en train donc de proliférer dans toute la zone aujourd'hui. Imaginez un peu l'état dans lequel les populations qui sont dans cette zone-là sont. Des gens qui sont capables de trancher la gorge, je le dis tout le temps, à leurs semblables. Des gens qui sont capables de couper la main à leurs semblables. Des gens qui sont capables de barbarie. Voilà. Et donc, toutes ces personnes-là qui sont dans la zone, on veut créer la psychose pour que ça arrive chez nous. Dieu soit loué, nos jeunes gens sont là, ils font le sacrifice. C'est le sacrifice suprême qu'ils font. Ils sont en train de s'offrir un martyr pour nous. Ok? Permettons aux autorités de bien réfléchir à toutes les stratégies. C'est vrai que l'ennemi n'est pas un ennemi. Le régime seul ne peut pas réfléchir. C'est ce que oui, dit en fait. Oui. Le régime doit cesser de fermer la porte. Voilà, c'était mon second point. De s'ouvrir, discuter. Voilà. Puisque en fait, les terroristes surfent sur notre désunion. Voilà. Dès lors qu'on ne s'entend pas, le terreau fait pour frapper fort. Et c'était là mon dernier point aussi. Je voudrais dire qu'on a besoin de s'entendre. Se parler, le dialogue, c'est essentiel à tout moment, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Enfin, à tout moment, on a besoin de se parler. Et c'est le dialogue qui permet aujourd'hui au Bénin d'être là où il est. S'il n'y avait pas cet esprit de dialogue avec nos anciens, on n'aurait pas eu la conférence des forces vives, par exemple, qui nous a permis aujourd'hui de rentrer dans l'ère démocratique. Donc, moi, je pense que le dialogue doit être toujours mis en avant. Écoutons-nous, parlons-nous. L'autre qui parle, si tu prends le temps de l'écouter, tu verras dans ce qu'il dit la nuance qui va te permettre de comprendre que il est plus ou moins objectif et il est honnête dans ce qu'il dit. C'est important. Parce que l'autre problème aussi de nous autres Béninois, peut-être Africains de manière très générale, nous sommes très croyants, très souvent. Ce qui fait que dans nos propos, c'est souvent blanc ou noir, juste ou bon, enfer, paradis. C'est-à-dire qu'on est comme ça, c'est notre manière d'être. Voilà. Donc quand l'autre ne parle pas dans notre sens, on n'arrive plus à atteindre la nuance de ses propos. On n'arrive plus à écouter qu'est-ce qu'il dit. Et c'est pas si vous comprenez. Oui. Et tant que ça sera comme ça, on ne pourra pas s'entendre, on ne pourra pas mettre ensemble des stratégies. Parce que dans cette lutte-là, contre les barbares qui tiennent tête à notre armée là-bas, la lutte militaire seule ne suffira pas. Moi, je l'ai dit depuis le départ. Il faudra la collaboration de toutes les populations. De toutes les forces vives de la nation. De toutes les forces vives de la nation. On a vu tout à l'heure, Laurent le disait, on a appris qu'il y a comment on appelle, des gens qui font le trafic de vivres envers ces zones-là qui sont abandonnées par les autres États pour que ces terroristes-là puissent avoir des vivres chez eux. Voilà des gens, par exemple, qu'il faut convaincre de ne pas le faire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font des choses peut-être sans le savoir et qui mettent de l'eau au moulin et qui donnent de la force à ces barbares-là. Donc, faisons très attention, essayons de nous entendre, essayons de nous écouter.
trouvons les bonnes stratégies, soyons solidaires les uns des autres pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Oui, alors, parce que malheureusement, le gouvernement va continuer à accuser. L'opposition va commencer toujours à chercher à justifier, mais je pense qu'il y a des efforts à faire, qu'on s'entende. Et déjà dans ces régions-là, les jeunes, là, qu'est-ce que nous faisons pour les jeunes? C'est important. Parce que c'est les jeunes qui sont parfois enrôlés dans cette affaire-là. Et si nous travaillons autrement, à réfléchir, et les élus de ces localités-là, il faut les interpeller. Les députés de ces localités-là, ils font quoi pour la jeunesse de leur localité? Voilà qu'on n'est plus par le temps. Je voulais vous parler par exemple de quelque chose qui va dans ce sens-là. À l'université d'Abomey-Calavi, beaucoup de, comment on appelle, de professeurs et dans les sciences humaines ont fait des, comment on appelle, des recherches dans ce sens-là. Au tout début de l'implantation de ces gens-là, c'est justement ces jeunes-là, c'est vers eux qu'ils allaient. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y avait des petits conflits domaniaux, des petites choses comme ça. Et eux, ils venaient, ils réglaient ces problèmes-là en donnant même des bœufs. Au moment des fêtes, on donne des moutons, des bœufs, des gens. Donc, on les voyait comme des personnes, voilà. Et certains se font enrôler bêtement comme ça. Donc, ces études-là aussi existent. Ces autorités peuvent aller vers ces professeurs d'université, de sociologie, je ne sais pas moi, toutes ces personnes-là qui ont pu aller dans ces zones-là au moment où ces terroristes-là essayaient donc de s'infiltrer donc, dans la population. Donc, la lutte ne sera pas que militaire. Il faut penser également à mettre que tout le monde mette vraiment la main à la pâte et que nos renseignements puissent avoir les bonnes informations pour les empêcher donc, de prendre une quelconque parcelle de notre territoire. Cette lutte, elle est commune et la population également doit s'impliquer. On doit empêcher d'alimenter ces personnes-là, dénoncer de leur fournir ce qu'il faut pour manger, ce qu'il faut pour se déplacer, et puis dénoncer, comme le disait Laurent. Et donc je pense quand même qu'il n'y a pas de clarification. Il faut qu'on s'unisse contre l'invisible, l'ennemi invisible, pour pouvoir avoir le dessus. Merci à vous pour cette partie analyse et commentaires.